Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café, des applaudissements qui vous sont offerts par l'Uni du 3e âge de Genève, pas au complet d'ailleurs, parce que le studio serait trop petit, ils sont venus par petits groupes, mais on les accueille avec grand plaisir. Et puis on vous rappelle que cette semaine est consacrée au parcours, au Tour de Suisse de Patricia Mottet, qui s'est engagée, elle nous le rappellera tout à l'heure, pour venir en aide, pour rappeler qu'il existe encore des problèmes du côté d'Evelyn, même si depuis février, du temps s'est écoulé, reste quand même des choses à reconstruire, reste un engagement à prendre, elle l'a rappelé de belle manière. Aujourd'hui, elle est avec Monique, sa maman, elle est avec André, son père. Ça sera l'occasion de voir d'où vient cette fille un peu étrange qui fait des choix. Vous allez devoir vous expliquer là un peu quand même. Et puis moi, vous savez, on l'a rappelé hier, avec notamment de magnifiques gardiennes de qui étaient comment est-ce qu'on dit, de refuge au fond, de cabane, voilà, j'ai retrouvé mes mots. Et une question est revenue de manière assez fréquente à l'appel téléphonique 708 99 00, qui est notre numéro de téléphone. On se demandait au fond, qu'est-ce qui peut vous motiver à vous engager de cette manière? Et puis, je me suis dit, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour qu'une jeune femme décide de faire le Tour de Suisse, quand même 63 jours, plus de 2000 km avec un cheval, quelques chiens, mais par solidarité pour les autres. Et puis j'ai lu un ouvrage sur lequel on reviendra tout à l'heure, que vous avez écrit à propos d'une autre expérience, dont le titre est Les Sabots du Mistral. Ouais. Et dans Les Sabots du Mistral, vous racontez un voyage du côté de la Camargue, qui est aussi assez difficile à faire. Vous narrez à un moment une expérience de vie qui sera une expérience extrêmement frappante. Je vous donne le lieu, puis vous allez me la raconter, je pense. C'est le col de Ritmaten, au-dessus d'Arolla, et ça a un lien très fort avec l'avalanche. Ça a même un lien direct, en fait. Ce qui s'était passé, ça doit faire 3 ou 4 ans, 3-4 hivers en arrière. C'est un mercredi, ça je me rappellerai toujours, puisque c'est un jour où on devait préparer la descente au flambeau. Ce qui fait qu'avec tous mes collègues de l'école de ski, on s'est retrouvés en bas des pistes d'Arolla. Et il y a une des employées des remontées mécaniques qui est venue vers nous et nous a dit « Les moniteurs, restez surtout là, il y a eu de la casse, une avalanche est descendue, des gens sont dessous. » On s'est tous regardés. Je dois dire que les rires et les sourires des moniteurs avant une descente au flambeau, ça s'est vite transformé. On a notre directeur qui est arrivé, qui a organisé les secours, donc M. Bournissen, le fils, Jean-Michel, pas le père. Et puis nous, les moniteurs, on est partis une partie déjà avec les remontées mécaniques jusqu'aux stations intermédiaires. Là, les hélicoptères nous ont repris. Ils nous ont montés au pied de Ritmaten, donc du col qui fait la liaison entre le Val d'Airain et le Val d'Edis. Je pense que c'est un col, si les gens suivent la patrouille des glaciers, qui est bien connu en tout cas de nom, puis c'est un des passages obligés de la patrouille. Et là, en fait, la première chose qui m'a sidérée, c'est en arrivant avec l'hélicoptère, il y avait déjà les sauveteurs officiels et les chiens, c'est de voir une immense masse de neige, au-dessus, une plaie béante brune dans la montagne, puisque là, c'était une avalanche de fond, donc où les pierres et tout avaient été ramassées. Et les chiens, là, au milieu, mais c'était des jouets d'enfants, en fait. Et on se dit, non, mais attends, là, retrouver 2 personnes là-dedans, mais c'est pas possible, quoi. D'autant plus que l'avalanche avait été déclenchée en début d'après-midi. C'est 3 personnes qui avaient été prises dedans. Une avait réussi à s'en sortir par ses propres moyens, avait donné l'alerte. Mais l'alerte avait été donnée qu'à 4 heures. Et effectivement, donc là, on a retrouvé les 2 personnes. Bon, on peut pratiquement dire que cliniquement, elles étaient mortes. On les a tout de suite fait évacuer sur Sion. Non, mais vous rappelez quand même, dans votre livre, vous expliquez un petit peu plus que cela. C'est le moment où vraiment... Disons, ce qui est très choquant, c'est que quand on arrive là, on commence à sonder. Et il y a une envie très profonde, c'est de retrouver quelqu'un. Alors, on est avec les sondes, donc on est en ligne, on est tous ensemble. On fait 2 pas et on plante les sondes. Donc, c'est des longues perches métalliques de plusieurs mètres. Et avec la perche, en la plantant dans le sol, on recherche une résistance sur un corps humain, en fait. Et c'est vrai que c'est impressionnant, parce que la première fois qu'on fait ça, au fond de nous, on se dit qu'il faut retrouver ces personnes le plus vite possible, même si après plusieurs heures, on savait qu'il y avait peu d'espoir de retrouver des êtres vivants. Et en même temps, il y a une peur presque panique de se dire, mais pourvu que ce ne soit pas nous qui retrouvons. Parce qu'on ne sait pas comment on va réagir. Et en fait, cette fois-là, c'est un chien qui a retrouvé, qui a commencé à aboyer, qui a commencé à gratter. On a lâché nos sorts, on a tous couru sur les pelles, on est descendu.
comme j'étais la seule personne qui parlait plus ou moins l'allemand, j'ai dû m'occuper de la personne qui avait donné l'alerte, qu'on avait pris avec nous pour qu'il nous aide un peu à situer dans quelle zone pouvaient être les corps à retrouver. Je m'en suis occupée et c'est vrai que moi je le serrais contre moi pour qu'il regarde de l'autre côté parce que malheureusement sa fiancée était dessous. Pour expliquer, vous avez dégagé la personne, voilà. C'était un monsieur qui était avec sa fiancée. Voilà, c'était un monsieur qui était avec sa fiancée, c'est le monsieur en question qui a donné l'alerte et le corps qu'on a retrouvé c'était celui de la fiancée. Donc moi je regardais côté cadavre si on veut et je tenais la personne contre moi. Et je me rappellerai toujours, la première vision c'était de la neige rouge, après c'était un os parce qu'en fait la jambe au niveau de la hanche avait été arrachée. Et ce qui m'a sidérée, c'était la couleur du visage. Parce que quelqu'un qui est dans une avalanche où il y a le problème de l'hypothermie, le visage vient carrément bleu, cyanosé. Donc vous avez les lèvres qui sont d'un bleu presque foncé, presque comme ici le milieu de la table. Le reste du visage est un bleu pâle. Et les yeux, c'est comme des billes de verre. Vous savez, c'est les billes où les enfants jouent avec, ces agates de verre, c'est ça. Et les yeux restent ouverts et vous fixent. Et il y avait juste une mèche de cheveux qui avait été à l'abri de la norac qui bougeait. Et ça, c'est une image en tant qui est terrible. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu à partir de cette image que lorsque l'avalanche est redescendue en février, vous avez senti... Évidemment, je crois que déjà quand on sort d'une telle expérience, on n'en sort pas pareil. Moi, ce qui m'avait aussi choqué, c'est que quand on est redescendu au village d'Arola, il y avait une foule des touristes qui étaient là, ils vous accrochent carrément par les vestes parce qu'ils veulent savoir. Il y a un esprit morbide de la personne. Nous, on revenait de là-haut, on avait des images de mort dans les yeux, puis les gens vous accrochent, parce que pour eux, c'est triste à dire, mais c'est presque le petit plus qui fait les vacances à raconter. Quoi. Et c'est vrai que là, ça a déclenché beaucoup de choses en moi. Bon, j'avais déjà un bon contact avec la montagne grâce à mon père, puisqu'on a fait beaucoup d'alpinisme ensemble et du ski. Et ce jour-là, je dis, maintenant, je forme un chien pour l'avalanche. Donc, ce qui est le cas d'Inuit, du jeune chien qui m'a accompagné. Et je vais essayer de m'impliquer le plus possible dans mon travail de moniteur de ski et dans la prévention. Et c'est vrai que là, c'était le premier choc, le premier déclenchement pour moi. Merci de cette explication. Je crois qu'elle était indispensable à un certain nombre de téléspectateurs. Puis elle met en perspective tout un parcours de vie que vous avez déjà, qui est un parcours très lié à la solidarité, très lié à l'amour du cheval, très lié à la montagne et très lié au danger de l'avalanche. On a déjà parcouru un bout de chemin de ces fameux 63 jours, mais on va se remettre en route, Alex. Oui, sur un ton évidemment plus léger, mais c'est justement ce mélange des genres qui permet de savoir que même si ça semble léger, il y a des choses profondes derrière. Et oui, nous repartons, nous sommes à peu près au 10e jour de voyage, de marche, et je vous laisse découvrir. Oui, 10e jour à cheval et première chute pour Patricia. Une chute superbe, la chute de Giesbach, au-dessus du lac de Brienz, dans l'Oberland bernois. L'été s'apprête à virer à l'automne, les sous-bois sont superbes, les villages fleuris, la paille accueillante pour Lakota, Pastis, Inuit et Patricia. Mais au fait, saviez-vous qu'au fond de la forêt, loin de toute route carrossable, un grand chef indien, dénommé Urfer, a installé son campement? Vous ne le saviez pas? Patricia, elle, le savait, et elle n'aurait raté pour rien au monde le power de l'équinoxe d'automne auprès de Valentin Urfer.
et c'était... Bon, on y reviendra tout à l'heure, hein, c'est cette Suisse insolite que vous allez rencontrer. Là, on est exactement à quel endroit? Alors là, c'est sur les flancs du Hasliberg, un lieu-dit qui s'appelle Brunnenfluh, donc entre Brienswiller et Meiringen. En plein cœur de l'Oberland bernois. On va demander à votre mère si elle savait que sa fille rencontrait des Indiens sur le bord de la route. Non, heureusement qu'avant le départ, j'ai pas connu toutes les mésaventures. Ouais. C'était préférable. Parce que... Il y a toujours une petite angoisse quand même. Elle part 63 jours toute seule. Exactement. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus, vous? Moi, ce qui m'angoissait énormément, c'était le danger d'accident. Premièrement pour Patricia, évidemment. Qu'il arrive à pépin avec le cheval. D'être obligé de la battre ou vraiment qu'il y ait de la grosse casse en cours de route. Mais je dois dire qu'elle était super sympa. Tous les soirs, on avait notre petit coup de fil. On savait, je suis au gîte, je suis bien, on pouvait dormir tranquille. On peut demander aussi à votre mari, on rappelle, il a été responsable agent général d'une assurance du côté de Bienne, c'est votre lieu de résidence, qu'en même temps, vous étiez un grand sportif, membre de l'équipe B de ski. Donc voilà... C'est très vieux. L'arbre n'est pas tombé très loin la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Mais vous, vous avez aussi cette inquiétude de savoir qu'elle part 63 jours et... Ah, mais évidemment, malgré toute la préparation, malgré toute la précaution qu'on prend à préparer cette activité et cette randonnée, il reste toujours l'inquiétude de l'inconnu. On prévoit tout, sauf ce qui arriverait. Bien sûr. Et cette fois, tout s'est relativement bien passé, mais il y a toujours les difficultés qu'il faut gérer, les difficultés méconnues, qu'il faut gérer dans un temps relativement court, parce que c'est à ce moment-là qu'il faut réagir. C'est pas 1 heure après ou 2 heures après. C'est-à-dire qu'en fin de journée, le téléphone, vous l'attendez avec une certaine Alors, en fin de impatience. journée, le téléphone, on ne va pas dire qu'on l'attendait avec anxiétude, mais on l'attendait avec quand même pas mal d'impatience. Le jour où il vous appelle puis il dit « J'ai rencontré des Indiens », ça mérite quelques explications quand même. Oui, alors vous avez... Non mais ça t'attend à tout avec moi. Non, non. Vous avez vu donc... Là, mais c'est vrai que le lieu est tout à fait étonnant. Déjà, la route pour s'y rendre et finalement ensuite un chemin, c'est déjà assez difficile. Puis le personnage est tout à fait hors du temps. Surtout avec son attel. Hein. Alors, en plus, vous avez vu, c'est la seule chose qui le relie au monde. Et puis il a son arc qu'il ne lâche pratiquement jamais. Et il tire sur du gibier qui est un gibier fait en plâtre ou en plaque-au-pâtre. En sagex, je En crois, sagex. ça veut Donc dire. en fait, bon, il ne fait pas de mal à la nature. Il est complètement intégré dans cette nature. Et c'est une de ses reconversions, comme il y en a parfois. Il ne s'exprime qu'en allemand, mais je trouvais que c'était tout de même intéressant de lui demander d'expliquer comment il avait rencontré à la fois le lieu et surtout l'arc. L'endroit ici, dit-il, se nomme Brunnenfluh. C'est un endroit qui appartient à la commune de Meiringen. Au début, c'était un lieu sauvage. Nous avons regardé un peu partout dans les alentours. Et puis ensuite, on a travaillé 1 an et demi pour faire de ce coin d'univers ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ça a commencé avec mon fils qui avait alors 7 ans. Il est venu vers moi et il m'a dit « Papa, je voudrais un arc. » Et maintenant, tu vois le résultat. C'est allé si loin que je me suis à mon tour acheté un arc. Et qu'après 2 ans, j'ai remarqué que le tir à l'arc est un élixir pour notre esprit, notre corps et notre âme. Et ma philosophie consiste à montrer aux pauvres gens stressés par la ville et par la civilisation qu'à côté du stress de la civilisation, il existe une vie profonde, élémentaire, et que si on ignore cette vie profonde et élémentaire, alors on éprouve dans la vie civilisée davantage de difficultés que si on en prend conscience. Alors Patricia, comment vous a-t-il reçu? Génial. Ouais. C'est-à-dire, non seulement il m'a très bien reçu, mais tout ça s'est soldé par un après-midi entier pour moi à apprendre à tirer à l'arc. Ah bah forcément, là, Parce vous qu'évidemment, pouviez on peut pas pas. passer là Ouais, ça me sans. semble que c'était... Donc en fait, c'était assez génial parce qu'on a lâché la cotale au milieu des tipis, libre. Alors une jolie jument palomino là au milieu. Moi, j'étais avec mon arc.
C'est vrai que j'avais vraiment l'impression d'être hors du temps. Et puis, j'étais pas au bout de mes surprises parce qu'il m'a dit, écoute, bon, tout ça en allemand, hein. Il m'a dit, écoute, ce soir, tu restes ici, on va te recevoir, mais tu nous donnes un coup de main parce qu'on attend un groupe de personnes qui viennent manger sous les tipis le chili con carne. Moi, je dis, pas de problème, je dis, je veux bien faire la sommelière. Alors voilà les gens en question qui arrivent et il y en a un qui me dit, hi, Patricia. Et en fait, c'était le frère de personne qui m'avait hébergé à Gstad. Ah ouais. Qui me connaissait parce que son frère et sa belle-sœur lui avaient parlé de moi. Alors, de sommelière, je suis venue l'invitée principale du Lions Club de Meiringen. Alors, à ce propos, vous avez confié à Alex vos impressions sur cette première partie de voyage, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'on peut l'écouter in extenso. Patricia, 2 semaines de voyage, le quart à peu près de l'ensemble du Tour de Suisse. Premières impressions, premières surprises, les bonnes, les mauvaises? La première impression, c'est que quand j'étais à l'école, j'ai cru qu'on m'avait appris la géographie de la Suisse. On m'a appris les noms des rivières, des confluents, des montagnes. Et puis là, au bout de 15 jours de voyage, je réalise en fait que c'est maintenant seulement que j'apprends à découvrir la Suisse, quoi. J'ai jamais pensé qu'il y avait de telles différences de paysages, de mentalité, de façon d'être, de contacts sociaux. Et ça, j'en suis absolument sidérée. Ça, c'est la première des constatations. Et je suis vraiment ravie de faire cette découverte de mon propre pays, quoi. Je ne m'y attendais pas. Et la Kota? La Kota va très bien. Il n'y a pas de problème. Des fois, elle en a un petit peu marre de faire que du pas. Et puis, ce qui la tue, des fois, c'est aussi ces longues lignes droites, par exemple le long des canals de l'Ar ou des choses comme ça. Des fois, j'ai l'impression qu'elle s'endort. Puis, sitôt qu'on peut faire un petit trot ou un petit galop, alors hop, elle prend de la vie. Mais jusqu'à maintenant, tout s'est très bien passé avec la Kota. Alors, rencontre avec la Suisse, mais rencontre avec les Suisses aussi? Oui. Là, c'est une sacrée étude de sociologie que je suis en train de faire, ouais. Les Suisses, il y a d'abord eu les contacts avec les Valaisans. Ça, c'était génial. C'est vrai qu'il y a le nouvelliste qui a quand même un petit peu aidé. Les gens savaient déjà ce que j'étais en train de faire. Donc, il y a eu des contacts très, très chaleureux. On m'appelait depuis des voitures, on m'a offert des verres de blanc. Enfin, c'était super sympa. Puis après, je suis arrivée dans la région de Gstad, de Gsteig. Là, j'étais aussi accueillie par des éleveurs de poneys. Ça s'est très, très bien passé. Mais par contre, c'est une région qui est très, très argentée, où j'étais mal à l'aise, en fait. Parce que c'est vrai que me promener avec un cheval, des habits pas très propres, et puis 2 chiens au milieu des Mercedes, des Rolls, et puis des Porsche, j'avais un peu l'impression d'être tombée comme un cheveu au milieu de la soupe. C'était pas vraiment ça. Ensuite, il y a le Simmental. Là, c'est la Suisse propre en ordre. Je crois que même le musée du Ballenberg, qui est pas très loin d'ici, je crois qu'il est moins bien entretenu que le Simmental, quoi. J'étais absolument sidérée. Les chèvres, elles doivent être lavées avec de l'eau tous les matins. Et les vaches, elles doivent être quelque part aseptisées avec le fumier. C'est pas possible autrement, quoi. Puis maintenant, c'est l'Oberland bernois, c'est Interlaken. J'ai fait 2 jours de repos à Interlaken, j'avais un chien qui boitait. Puis ce qui m'a surpris à Interlaken, en fait, c'est que je crois qu'on voit plus écrit en japonais et on voit plus de japonais qu'on ne voit de Suisse, quoi. C'est vraiment la Suisse bradée. C'est le paradis de l'Edelweiss, du Corps des Alpes, de la fondue et puis des vaches, quoi. C'est encore trop frais, là, j'arrive pas à me faire une idée, mais j'ai eu l'impression de voir mon pays bradé. Ça vous étonne, ce regard qu'elle porte sur la Suisse, là? Non, du tout, ça correspond tout à fait à son tempérament. À la fois, je dirais, un tout petit peu une mentalité de Saint-Bernard, sans tout à fait savoir, à force d'être Saint-Bernard, jusqu'où ça va l'amener. Alors écoutez, vous êtes venu avec des photos d'enfance, de Patricia, et on va pouvoir les voir sur l'écran, parce que ce qui me frappe, c'est qu'elles sont quand même toutes très liées, enfin en tout cas celles que j'ai sous les yeux, elles sont très liées à la montagne, elles sont très liées... regardez là, voilà. Ça on peut dire que l'apprentissage commence tôt, hein. Oui, dites-moi, c'était... Non, on avait 2 photos et c'était... Voilà. C'est celle-ci qui passe à l'antenne maintenant. Sur quel animal? Ça, je crois que c'est un bricot, bien. C'était pas un eau? C'est un poney. C'est un poney ou un âne? Un poney, nous. Enfin, c'est dire, au fond, c'est dire quand même qu'en famille, vous avez eu très tôt un rapport avec la montagne, c'était lequel? Oui, on a eu de tout temps, disons, un rapport avec la montagne. Moi, déjà enfant, j'étais déjà près de la montagne. Ensuite, avec Patricia, surtout qu'il était possible, je l'ai prise en montagne. Au début, avec le couple, plus la fille. Après,
si je me rappelle bien, c'est toi la première qui avait fait, la plus jeune fille qui avait fait l'aiguille de la À Tchad. l'époque, en tout cas, à 11 ans, j'étais la plus Ouais. jeune fille qui avait fait l'aiguille de Le ça. quoi. Et puis c'est probablement moi la plus jeune qui me suis pris une cuite à la cabane Bertol, là. Parce que, Ça, je voulais pas le dire. en fait, on Bravo, pensait que vous mon avez vu papa- le genre de famille qu'on a avec la Zizac Café. C'est quand même vous voyez l'exemple que vous donnez avec la Suisse romande. Non, mais il y a pour rien. Et c'est la seule fois de ma vie que je suis descendue à glacier plus vite que mon papa, parce que j'ai pas eu peur, hein, cette fois-là. D'accord, allez, on va continuer parce que c'est vrai qu'il y a une enfance. Vous allez faire un diplôme en commerce Ouais, commercial. au gymnase économique à Bienne, Voilà. ouais, tout à Et fait. vous avez déjà un projet de vie, vous savez ce que vous avez Bah, envie en de faire fait, moi, mon rêve, ça aurait été de faire l'école d'agriculture au départ. Et puis mes parents m'ont dit, mais écoute, là, attends, stop, il n'y a pas de domaine agricole de la famille, ni d'un côté ni de l'autre. Ils m'ont dit, donc c'est absolument irréaliste de faire une école d'agriculture et d'acheter un domaine, d'acheter des bêtes. Alors bon, l'idée, on l'a oubliée, et puis ils m'ont quand même aiguillé sur le commerce. Et c'est vrai que c'est peut-être la formation qui laisse le plus d'ouverture par la suite, Bien disons sûr. à la fin des études. Mais c'est vrai que, je crois que je vous l'ai déjà dit hier, dans mes rêves d'enfance, ça était toujours la montagne, gardienne de cabane. Et puis je crois que comme tous les gamins, il y avait un rêve de crin blanc, il y avait un rêve de liberté et un rêve de cow-boy. Hein. Ça, je crois que c'est normal. Et je me suis dit, quand j'ai fini mes études, j'ai un tout petit peu travaillé dans ma branche, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Et puis j'ai dit, voilà, maintenant j'ai envie de tout regrouper ensemble, l'alpinisme, le ski et les chevaux. Et comme mon papa avait eu l'idée géniale de construire un chalet aux Odères, là je le remercie, là c'était... Je crois que c'est la meilleure idée qu'il ait eue, à part celle de me faire. Ça, Mais j'ai bon. pas su. Là j'ai dit, voilà, je prends les clés du chalet et je vais squatter. Alors j'ai embrayé mes chiens sous un bras, les chevaux sous l'autre, pour autant que ça soit possible, les skis sur le toit de la voiture, la corde dans le coffre. Et puis Madame, j'ai débarqué aux ce Odères. caractère déterminé, elle avait depuis tout petite, elle était comme ça Oui, elle a toujours eu un caractère très fort. C'est vrai Ouais. Vous avez fait Des ça idées très arrêtées, très volontaires quand elle a posé quelque chose. Alors, il y a dans un des projets que vous allez réaliser, il y en a un qui est extraordinaire, qui va vous conduire depuis chez vous, grosso modo, jusqu'à la Méditerranée. Et c'est un projet... dites-nous en 2 mots ce que vous vouliez faire. En fait, c'est nous avec mon fichu caractère, j'ai dit, finalement, j'adore la Camargue, ce rêve de crin blanc, mais sans les Valaisans, la Camargue n'existerait pas. C'est tout simple, parce que s'il n'y avait pas de Rhône, il n'y aurait pas de Camargue. C'est peut-être un peu simplifié mes notions géographiques, mais bon. Hein. En fait, c'est vrai que des fois, quand je skie, je me dis, tiens, la neige que je suis en train de faire mes traces dessus maintenant, quand elle aura fondu, c'est celle qui va baigner les pieds des flamants roses, hein, d'ici quelques temps. Hein. Alors, je trouvais sympa, en fait, de relier, de prendre ce fil rouge qui était le Rhône, depuis le Valais jusqu'en Camargue. Vous n'étiez pas très sûr de votre affaire, parce que jusqu'au départ, vous ne saviez pas si ça serait la rive gauche ou la rive droite. C'est vrai, ça Alors, jusqu'au départ, c'est tout à fait vrai, parce que ma géographie chez moi, c'est très fantaisiste. Disons que c'est a posteriori. Et c'est vrai que moi, j'ai allé un petit peu par rapport à des images cartes postales. Donc, ah ouais, l'Ardèche, ça serait chouette. Ah ouais, mais la Drôme, c'est pas mal non plus. Bon, d'accord, c'est de l'autre côté du fleuve. Enfin, bref, c'était... Ouais. Bon, ce qui va être et- intéressant, là, Alex va nous emmener, mais ce qui va être très intéressant, c'est que ce même regard que vous portiez tout à l'heure sur la société multiple suisse, à la fois les voitures de luxe et à la fois les Indiens qui traînent, là, qui sont extraordinaires, vous allez avoir ce même regard sur ce parcours, on y revient. On va surtout revenir aux sources quasiment et au départ, c'était il y a un peu plus de 2 ans et vous allez vous retrouver avec des couettes quasiment, me semble-t-il. Il fut un temps où j'avais les cheveux jusque-là. Ils sont 4 à préparer une expédition fantastique. Patricia Mottet, 31 ans, écuyère émérite, d'origine jurassienne, domiciliée à Evolène. Lakota, sa superbe jument. Le mulet, têtu comme le veut sa réputation. Et Pastaga, la chienne exubérante. En septembre prochain, ce petit monde sympathique et chaleureux quittera Evolène pour Sion, puis, après un petit tour sur route, partira du glacier du Rhône au Grimsel pour en quelque sorte suivre le fleuve jusqu'en Camargue, Sainte-Marie-de-la-Mer et le rendez-vous des Gitans. C'est déjà un rêve d'enfance, de toute façon, que j'ai envie de concrétiser. Il y a un autre but, c'est d'écrire un livre en cours de route. Et j'ai de la chance, j'ai déjà trouvé un éditeur. Un livre qui parlera des coutumes valaisannes, avec un parallèle avec les coutumes du sud de la France, entre autres le costume évolénard, les combats de rennes et les traditions tauromachiques du sud de la France. Démontrer qu'en Suisse, on peut aussi vivre l'aventure. L'entraînement a commencé car le périple s'annonce difficile. Plus de 700 km à raison de 30 km par jour en moyenne.
En fait, le cheval, je trouve que c'est un moyen idéal de voyage pour rapprocher les gens, puisque anciennement, c'était le cheval qui nous permettait d'aller chez nos voisins finalement. Si je prends un mulet, c'est qu'il n'y aura pas simplement de bagages dans la tente, puisqu'on va loger sous tente. Vu que je vais essayer d'approcher les gens pour faire des interviews, surtout parmi les artistes, parmi les gens un peu hors normes à la limite, je vais aussi essayer d'être logé dans des granges, enfin chez les particuliers. À Evolène, les belles dames saluent le projet de Patricia. Il y a beaucoup de gens ici qui regrettent un peu de ce qui se passait avant. Justement, ils disaient, nous, avant, on faisait tout avec le mulet, on allait à Sion avec les mulets, tout ça. Je dis peut-être que des gens qui vont peut-être prendre ça avec plaisir. À voir son enthousiasme et son savoir-faire, on peut parier sur une réussite. Alors, il faut nous expliquer, parce qu'au cours de ce voyage-là aussi, vous allez découvrir en effet beaucoup de réalités différentes, mais il y en a une première qui est tout de même assez intéressante, c'est que vous partez avec un mulet, une mule, ouais. Mikado. Et puis, c'est une mule qui a son caractère. C'est un caractère de mule. Comment ça va se passer ? Alors bon, le départ a déjà été assez mouvementé, parce que c'est vrai que, bon, là on l'a pas vu, mais j'avais batté. Et mes notions de base sont beaucoup plus rudimentaires que mes notions équestres, donc l'équipement était précaire, il y a eu quelques problèmes au départ de ce côté-là. La mule, les 2 premiers jours, très bien. Suivi, nickel, le nez sur la croupe de ma jument, bien. Et puis tout d'un coup, apparemment, elle n'a pas du tout apprécié d'arriver chez nos voisins français. Madame Mikado, assise littéralement au milieu du village de Bois d'Amont. Donc c'est comme dans les dessins animés, hein, y a pas... Vous pouvez vous imaginer, j'avais mon cheval, ouais. J'avais fait un tour autour du pommeau de la selle américaine, donc avec la corde. Tout d'un coup, bloqué mon cheval, je me retourne, le mulet assis. Terminé, on n'a pas pu aller plus loin. Heureusement que j'avais ma maman qui était là, puis c'était le dernier jour où je voyais mes parents, donc avant qu'ils viennent me retrouver au Sainte-Marie de la Mer. Elle avait préparé un super pique-nique. Le dessert, on l'aura jamais vu parce qu'il a passé pour le mulet pour le faire avancer jusqu'au gîte. Hein, je me rappelle toujours, je vois ma maman, elle était devant le mulet, elle disait, viens Mikado avec son petit biscuit. Alors Mikado faisait 3 pas, elle mangeait le biscuit, ma maman elle allait chercher un autre dans le paquet, viens Mikado. Et c'est comme ça que c'est ma maman qui m'a amené ma mule jusqu'à un centre équestre. Mais finalement, vous avez dû renoncer à l'emmener avec vous dans le voyage parce qu'elle a vraiment décidé de ne pas aller plus loin. Non seulement elle a décidé de ne pas aller plus loin, et puis secondo, c'était là en fait, pour des raisons financières, j'avais pas pu partir à l'automne, mais j'ai dû partir au printemps. C'était un printemps qui était encore très enneigé, et on m'avait mis en garde contre les congères et les risques d'enneigement que j'allais encore trouver au niveau des campes dans le Jura français. Et puis avec un mulet qui faisait sa tête de mule, plus les problèmes dus à la météo et puis aux éventuelles conditions d'enneigement, c'est vrai que je trouvais que là, c'était peut-être jouer son joker, mais un peu tôt par rapport au départ. Alors, on ne va pas tous raconter le voyage, parce qu'il reviendra à ce parcours de Suisse, mais quand même, dans votre ouvrage qui est paru à la Matz, qui s'intitule « Les sabots du Mistral », en ouverture, dans les premières pages, vous racontez, vous dites à un moment, j'ai attaché mon cheval à un parcomètre, je regarde les gens autour de moi, je découvre une réalité qui est grise, je me demande, mais qu'est-ce que je fous là ? Ouais. C'est ça ? Ah, mais oui, mais je crois que vous savez, vous ne pouvez pas entreprendre un voyage sans tout d'un coup vous remettre en question. Quand vous voyez que votre cheval, il peine, qu'il y a le chien, qu'il y a les coussinets qui viennent user. Vous avez choisi d'y aller. Mais j'entends, la fatigue de vos bêtes, elle vous bouffe les tripes à un moment donné. Parce qu'il y a une telle symbiose qui se crée entre l'animal et vous, que vous ressentez la douleur de l'animal dans vos propres chairs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, là, ma fille, mais... ton cheval, il est crevé, ton chien, il peine, mais pourquoi tu les as fuckés dans cette galère ? Vous pensiez un peu à Fernandel, heureux comme Ulysse, c'est ça ? Ah je crois que c'est une image qui me reste. Ouais. Et puis, c'est vrai que ma Camargue et moi, c'est un petit peu mon image qui me tire en avant. La réalité que vous racontez, là, vous dites, mais tout d'un coup, je rencontre des SDF, je rencontre des gens qui sont agressifs, je rencontre des gens qui se moquent de moi ou qui me jettent de mauvais regards. Ça... je crois que déjà, il y a... Enfin, problème, non, parce qu'on le sait en partant. Mais c'est vrai qu'en partant une femme seule, il y a une image qui me dérange beaucoup, c'est que souvent, en tant que femme, on ne dit pas qu'on aime l'aventure, on dit qu'on cherche les aventures. Ça, déjà, c'est une chose qui dérange et qui est une image qui est véhiculée un peu trop souvent. Donc, c'est vrai qu'en tant que femme qui ne savent pas toujours où j'étais, il y a des gens qui regardent, qui nous jettent un regard avec peut-être un certain intérêt que moi, je n'ai pas pour eux. Hein. Ça, déjà. Et puis, voilà, quoi, c'est ça, quoi. C'est ces soirées qui doivent vous angoisser un petit peu, vous. Hein. Vous dites, où est-ce qu'elle va dormir, comment elle va se débrouiller. Voilà, c'est pour ça que j'apprécie toujours son petit coup de fil le soir. On se dit, maintenant, on peut dormir tranquille, elle est dans un gîte, le cheval est bien.
Mais c'est vrai que parfois les soirées sont longues, puis un peu angoissantes. Quand même. Mais je dis pas toujours. Ouais, bien Parce que sûr. quand c'est Et trop on est un dur. petit peu basé sur la Qu'il vous météo de raconte chez peut-être nous. pas. On Ouais. oublie que peut-être dans le coin où il va peut-être faire beau temps, mais Je s'il crois pleut. que dans la narration du voyage, il y a pas mal d'omissions. Il me semble, hein, il doit y avoir des... Bah oui, je raconte après. Mais ça sert à quoi? De dire, écoute, il flotte, il fait mauvais temps, je sais pas où dormir, il y a le cheval qui est fatigué, j'ai un chien qui boite, ça sert à quoi? Ils peuvent rien faire. Alors pourquoi créer un souci inutile? Or le lendemain matin, quand tout est rentré dans l'ordre, je téléphone, je dis, eh là, ça va bien, j'ai trouvé une boulangerie, j'ai des beaux petits croissants, un café, tout va pour le mieux. Mais c'est vrai que alors ça sert à quoi de les empêcher de dormir? Puis c'est vrai que ce cheval, il est un vecteur extraordinaire parce que vous dites sur votre chemin, tout d'un coup, il y a telle personne qui est une spécialiste du cheval, qui fait un détour, qui va sacrifier une soirée juste pour vous montrer que vous n'êtes pas tout à fait sur le bon itinéraire ou vous conseillez d'aller à tel endroit. Alors le cheval, c'est vrai que ça attire la sympathie des gens. Que les gens en aient peur ou pas, je crois que tout le monde, dans son enfance, a regardé des westerns, a rêvé d'être l'Indien ou le cow-boy et a eu des idées de grands espaces. Ça, je crois que je ne veux pas dire que c'est universel, mais presque à mon avis. Et c'est vrai que quand on s'approche des gens, souvent, j'ai remarqué, de toute façon, les gens s'intéressent d'abord à l'état physique de vos chiens et de votre cheval, puis après, ah, puis toi, ça va? Donc, c'est tout dit. Et c'est vrai que c'est un trait d'union qui est très, très violent, très, très fort. Finalement, Alex, on arrive quand même aux Saintes. Oui, les Saintes Maries de la Mer, le lieu mythique où le Rhône, enfin le petit Rhône, se jette dans la Méditerranée. Et on va y aller simplement pour s'apercevoir, une fois encore, que ce qui marque le voyage, c'est la rencontre. Et c'est aussi, malgré l'éphémère, la fidélité. Les Saintes Maries de la Mer, c'est d'abord, bien sûr, l'extraordinaire église fortifiée dédiée à Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé et leur humble servante Sarah la Noire, Sarah l'Égyptienne, chère aux gitans qui lui rendent pèlerinage 2 fois l'an. Mais pour Patricia, en ce jour de pluie, les Saintes Maries, c'est surtout le bistrot. Le bistrot qui se trouve juste en face de l'église. Un bistrot qui se nomme le Fait Libre, qui est tenu depuis des années par Monsieur Olivier, un vieil homme accueillant et affectueux qui a pris Patricia en affection depuis qu'elle a débarqué un jour boueuse, poussiéreuse, fourbue et heureuse, après une promenade à cheval de quelques 700 km, celle-là même qu'elle raconte dans son livre Les sabots du Mistral. Je l'ai vu arriver, d'abord ses parents qui étaient là, qui attendaient avec impatience, savoir si elle arrivait ou pas. Et puis on a vu arriver une cavalière, harnachée, sacoche, chien, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Et fière comme Artaban, parce qu'elle avait fait son petit périple, elle était arrivée avec, fiaté d'ailleurs, et on a vu quand même quelqu'un qui avait quand même de la difficulté. On sentait que le voyage avait été pénible. Ouais. Puis c'est vrai que quand je suis arrivée au Sainte-Marie de la Mer avec mon cheval, j'ai beau savoir que c'est interdit de crapahuter à cheval dans la ville des Saintes, j'ai absolument voulu arriver ici devant, chez Olivier, pour lui dire bonjour, et puis je suis le premier à me réceptionner. C'est gentil. Une grande fille. Une grande fille. C'est comme ça l'amitié. Hein. Ah, ouais. Alors c'est beau, c'est des belles rencontres, ça, des beaux personnages. Vous avez encore quelques figures que vous pourriez nous raconter, de gens que vous avez vus pendant le périple et qui vous ont touché, oui. Le voyage de la Camargue. Oui. Ah oui, bien sûr. Bon, il y a une image qui me restera toujours, c'est le papa Monin en Chartreuse. Racontez. Là, je crois qu'en 2 mois déjà, j'avais l'impression de tourner un remake des Bronzés font du ski. C'est-à-dire que je suis arrivée là. Déjà, il a fallu caser le cheval dans une écurie à Anne. Alors bon, le cheval, il a soigneusement nettoyé le plafond avec le dos de toutes les toiles d'araignée, tellement l'écurie était basse. Il était coincé entre un étalon et une vache tarentaise. Les couches étaient trop courtes, enfin là, c'était déjà la galère. J'arrive chez Efongite, j'arrive chez la famille Monin, j'entre à la cuisine. Là, j'ai presque tendance à crier Bocuse au secours, parce qu'à Chartreuse, c'est pas loin de Lyon. Je crois que dans les marmites, on oserait réchauffer 100 mètres de graisse, ça va être quoi faire des frites, c'est vu quoi. Parce qu'elle ne va pas savoir connaître le couple palme-olive brosse à laver, c'était... On m'a fait goûter des matafans, il paraît que c'est une spécialité de là-bas. Bon, j'ai pas trop retenu la recette parce que c'est pas vraiment le truc qui m'a branché, mais sauf il doit y avoir de la farine, du lait, des œufs, de l'huile, tout ça mélangé et cuit à la grande friture. Bon. Et puis plus tard dans la soirée, j'avais déjà eu des échos que le papa Monin distillait, donc ça je savais plus ou moins à quoi m'en tenir. Il me fait d'abord goûter un alcool fort au plan des Alpes, très bien, style Genepi, nickel. Puis après il se penche vers moi, puis il me dit tu veux goûter quelque chose? Puis j'ai dit ouais, et voilà qu'il va me chercher la vipérine, oh là là. Donc la bouteille d'alcool avec la vipère dedans.
J'ai dit, bon, l'alcool désaffecte tout, on t'invite, tu dois pas y passer. Voilà, c'est ce genre d'image qu'on a et qui sont exceptionnelles. Des moments très forts. Ah ouais. Ouais, je suis sûr. Alors vous rentrez et puis pas riche de quantité d'images, mais pas très argenté. Il faut chercher du travail. Et alors là, il va y avoir une expérience assez extraordinaire quand même, parce que vous dites, bon, il faut que je cherche du travail, hein. Et vous allez devenir Delphine ou Tanara. Alors j'aimerais bien que Delphine ou Tanara, ou l'une ou l'autre, m'explique ce qu'elle faisait. En fait, quand je suis rentrée de la Camargue, effectivement, problème d'argent, c'est beaucoup dire. En fait, il y en a qui criaient famine, c'était le porte-monnaie, hein. Puis comme j'ai toujours un drôle de caractère, j'ai pas voulu crier au secours auprès des parents. Je me suis retrouvée sans logement, parce que j'arrivais plus à payer la location. Donc on m'a gentiment fait comprendre que j'étais plus ou moins indésirable. Alors j'ai fini dans une caravane sans eau et sans électricité, parce que plutôt que vendre le cheval et puis me séparer du chien, je préférais sacrifier sur moi. Alors voilà, j'étais dans cette caravane, mais ça n'arrangeait pas mon porte-monnaie. Et j'ai vu une petite annonce dans un journal, comme quoi ils cherchaient une standardiste pour le 156 roses. J'ai dit, voilà quoi, ma fille, si tu veux pas manger de passer avec du cheval, t'as pas le choix quoi. Et je suis partie, il faut pas rigoler, c'était au village de Gland, mais c'est bon, c'est comme ça quoi. Vous pouvez chercher, c'est au village de Gland. Et voilà, je suis arrivée à ce standard. Je travaillais la nuit, je commençais à 2h du matin jusqu'à 10h le matin, en répondant à des messieurs plus ou moins charmants qui cherchaient des contacts féminins. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le 156 roses, c'était malgré tout une expérience humaine très importante. Bon, au bout de 2 mois, j'ai quitté, hein, parce que c'est vrai que je croisais plus un gars dans la rue sans changer de trottoir, en me disant quelle déviance il avait dans la tête. Donc bon, voilà, j'ai dit ma fille, alors j'ai fini comme aide-chantier, hein, j'étais aide-maçon sur les chantiers. Ça vous a paru quand même plus simple? Ah, je préférais faire du ferraillage que les histoires de porte-jartel, mais... Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, les gens, ce qui est dramatique, ils vous téléphonent au milieu de la nuit. Si vous venez pas en dessous de la ceinture, les gens n'y viennent pas. Ils cherchent tout simplement un contact humain. Parce que bon, il faut savoir, donc, au 156 roses, ce qu'on veut, c'est qu'on tienne le client le plus longtemps au téléphone, évidemment, quoi. Ça, c'est le but. Et en fait, je me suis trouvée très, très souvent à discuter vin, à discuter ski, montagne, problèmes d'auto, problèmes de boulot, problèmes familiaux. Mais en tout cas, pas de galipettes, quoi. Bien sûr. Et ça m'a quand même surprise et j'ai trouvé triste que les gens doivent en arriver à téléphoner pour ce genre de choses, quoi. Alex? Oui, on est remonté très rapidement de la Camargue, on y est retourné, hein, je vous empresse de vous le dire, parce que figurez-vous que Patricia a des amis sur le chemin, mais là aussi de la parenté. Ah oui, c'est vrai, on a oublié le cousin. Mais on l'a pas oublié du tout. Le petit cousin. Elle a un petit cousin qui est descendu tout droit de la montagne de Diès, hein, mais à l'accent, c'est pas évident. Le look non plus. Hein. Le look non plus. Il se prénomme Michel et on va le retrouver en Camargue. La fois, c'est venu, j'avais 12 ans ou 13 ans, je voulais être cow-boy, je voulais partir aux États-Unis, puis j'ai connu la Camargue après, et puis comme c'était plus facile de venir en Camargue plutôt que d'aller aux États-Unis directement, alors je suis venu ici, puis ma foi, malheureusement, j'ai eu le coup de foudre. Toda la vida que te doy, no comprendan este amor. Toda la vida que te doy, no comprendan este amor. Camargue. Ne jamais oublier que la Camargue est une île triangulaire séparée du reste du monde par la Méditerranée, bien sûr, mais aussi par les 2 bras du Rhône, formant delta, le Grand Rhône à l'est, le Petit Rhône à l'ouest. Tu fais comme d'habitude. On le trouve, ça. Michel Léchaud, le petit cousin, dispose de sa propre promenade, ce qui veut dire qu'il possède une manade d'une quinzaine de chevaux qu'il loue à l'heure ou à la journée selon que le client souhaite simplement faire 3 petits tours en selle ou qu'au contraire il désire, sous la houlette de Michel bien sûr, s'enfoncer comme nous l'avons fait ensemble, Patricia, s'enfoncer dans la Sansouire, se glisser dans les chemins creux, flirter avec la plage, se frotter au Mistral, escalader les dunes et finalement patauger aux côtés des flamants roses dans les temps des impériaux.
Házame el amor. Házame el amor. Házame el amor. Que yo te quiero. Ces images vous font toujours rêver? Oh bah c'est clair, ça me fait passer mon cœur quand même. Bah ça c'est sûr, parce que bon bah la Camargue... En fait j'étais arrivée en Camargue et je ne savais pas que Michel était mon petit cousin. J'étais là comme touriste quoi. Et puis je redescends de mon cheval et il me dit peu cher, il me dit tu te débrouilles bien le cheval. Demain on a besoin de quelqu'un pour trier les taureaux. Moi je dis bah ouais ça marche. Puis c'est comme ça qu'on a fait plus en connaissance, que j'ai appris qu'il était mon petit cousin. Et puis que je suis de temps en temps redescendue en Camargue pour donner un coup de main avec les chevaux et les taureaux. Voilà. Et accompagner les touristes aussi de temps en temps. Alors, on fait une petite pause là, parce que faut qu'on vous explique. On a parlé de solidarité toute cette semaine. Hein. C'est la raison de votre présence, c'est rappeler qu'il s'est passé quelque chose à la fin février en Valais et que les problèmes ne sont pas résolus. Et puis le 1er décembre, ce sera une opération spéciale de Zigzag Café, c'est donc tout bientôt, pour vous parler des problèmes liés au sida. C'est une autre forme de solidarité. Et on a sur notre plateau M. Jean-Jacques Marot, parce qu'on vous présentera le 1er décembre un problème en particulier. Ce sont les enfants qui sont victimes de la mort de leurs parents, hein, simplement parce que les parents sont décédés du sida, en particulier en Afrique. Il y en a des milliers, et que pour se mobiliser, il faut faire des choses. Alors, il y aura le Père Bernard le 1er décembre. Le Père Bernard, c'est un homme engagé dans une association, en tout cas qui nous apportera son témoignage par l'image. Et puis, vous serez là aussi, mais on a eu envie de vous avoir un petit peu plus tôt, parce que vous faire venir le 1er décembre, ce serait déjà trop tard. Alors, expliquez-vous en 2 minutes. Alors, en 2 minutes. En 2 minutes, allez, nous sommes 3. une association. 3 minutes. Bon, nous voulons rappeler que le sida n'est pas vaincu. C'est la première chose. Journée mondiale du sida, mercredi prochain. Nous avons confectionné, nous avons confectionné 50 000 flambeaux qui s'appellent les flambeaux de l'espoir. Et ces flambeaux vont être mis en vente dans les 4 régions lémaniques, c'est-à-dire Vaud, Valais, Genève et Haute-Savoie. Ces prochains jours, il y aura différentes ventes. Et le produit de ces flambeaux, ce qui peut-être nous intéresse surtout, c'est de démultiplier 1 ou 2 films de prévention du sida en Afrique. Ceci est une action de prévention envers les personnes qui prennent des risques. Et ces films sont des films africains, faits pour les Africains et qui correspondent tout à fait aux mentalités. D'ailleurs, je peux l'annoncer, vous l'annoncerez, je pense, à la télévision. Bien sûr, il passera à Télévision Suisse Romande 2 le 1er décembre. Et le film Le Truc de Konaté. Et ce film sera doublé par les bénéfices de cette vente de flambeaux. Alors moi, j'encourage, bien sûr, les spectateurs, les habitants de cette région lémanique à acheter le flambeau, d'une part, 5 francs, et d'autre part, à se rendre sur les lieux, car il y aura une très très grande chaîne de solidarité, puisque nous avons 68 lieux qui sont reliés ce jour-là, du 1er décembre, Journée mondiale du sida, 68 lieux, dont Genève, Lausanne, et plein de petits villages du Valais, de la Haute-Savoie, voire de Genève. Donc c'est ça. Ok, on vous attend le 1er décembre, mais je vous en prie. Merci beaucoup. Je rappelle quand même qu'en effet, cette mobilisation, c'est pas seulement pour apporter de l'aide sur place, c'est pour permettre que l'on prenne conscience du problème dans différentes régions du monde, en particulier à travers le cinéma. Et le fameux Père Bernard dont vous parlez tout à l'heure, lui aussi, il a un projet. Il a le projet, il aimerait trouver des gens qui l'aident à faire un film de prévention, qui serait une belle fiction d'ailleurs, parce qu'il m'a déjà chargé de vous dire qu'au fond, lorsqu'on parle de ce problème, il faut aussi savoir en parler de manière positive, et pas uniquement par des images misérabilistes. Vous verrez, très beau personnage. Le flambeau, on est au lien du début de l'émission, curieusement. Vous avez parlé de la descente au flambeau à ski qui vous fait que vous, tout d'un coup, vous découvrez l'avalanche, et puis le flambeau réapparaît là, un peu comme une forme d'espoir. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est une démarche qui est fantastique, quoi. Et j'espère que Evolène participera à votre démarche. Et fasse preuve aussi de solidarité, comme les gens peuvent faire preuve de solidarité actuellement vis-à-vis d'Evolène. Alors, on va quand même parler d'aujourd'hui, en tout cas donner une idée de l'endroit où vous étiez cet été. Là. C'est un bel endroit. Votre mère a dit en arrivant, écoutez, si votre émission, c'est comme quand on va boire un verre sur la terrasse, de quel endroit ? Oui, de l'Écureuil. De l'Écureuil à la Sage, par exemple, ou bien d'un ou 2 endroits de cette région. Ça ira tout seul, le vin blanc n'y était pas, mais j'espère que l'ambiance tout de même.
Alex. Oui, alors il y a un lieu tout à fait étonnant. Un certain nombre de gens le connaissent peut-être tout de même pas autant qu'on le pense. Quand on est déjà à Evolène, aux Odères, puis qu'on monte vers la Sage, il y a à droite un virage, on peut aller à Forclaz, on peut généralement seulement en été. Et puis au-delà même de Forclaz, il y a un deuxième tunnel, c'est le bout du monde. Ça s'appelle à Ferpecle l'hôtel du Col des Reins. Et figurez-vous que c'est là qu'en été Patricia travaille. Alors, il y a une truite au vin du païen, tu as une autre contrat saignante, sauce morue, et puis une couche fromage maison. Ça marche? Super. Voilà. Ok, je vais apporter les boissons. Alors dans le genre soubrette, elle est pas mal, regardez. Bon, en tout cas pour ce qui est du contact avec le client, ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est plutôt d'essayer de s'en débarrasser après pour manger tranquille, mais enfin bon, ça dépend de l'importance de la clientèle. Toujours est-il que le lieu est superbe et que vous faites bien ce boulot que vous n'avez jamais appris, en fait, Patricia. Non, je n'ai jamais appris. Mais grâce à ma maman, j'ai 2 qualités. Enfin, je ne sais pas si c'est des qualités, mais c'est d'aimer la cuisine, autant de la manger que de la faire, et puis les vins. Mais ça, c'est bien mon papa et ma maman. Alors, c'est vrai que ce que je retrouve là-haut, c'est une belle carte et puis une belle cave. Alors, je crois que quand on a du plaisir avec certains produits, on aime les vendre, ça se sent. Et puis même si on n'a pas tout à fait le petit doigté du sommelier, puis que c'est vrai que c'est pas mon truc d'aller tirer la chaise puis de la repousser sous les fesses des gens quand ils se lèvent, ben le contact passe puis on passe des solutions. Mais je crois que j'aimerais que vos parents s'expriment là-dessus, parce que ça me frappe beaucoup. Dans tout ce qu'on s'est raconté, il y a toujours l'envie du contact humain chez votre fille. Oui, c'est ce que j'ai dit avant, quoi. Il y a son côté Saint-Bernard. Elle ne mesure pas toujours jusqu'où ce côté Saint-Bernard va l'amener. Et tout à coup, comme sa jument, il doit freiner des 4 sabots, parce qu'elle dit maintenant, je suis allé trop loin, ça va plus. Indépendamment de ça, disons, et il y a ça paraît presque antinomique. Il y a chez elle un besoin de solitude, c'est peut-être ce besoin d'être en montagne, et en même temps, ce besoin de relations sociales qu'elle retrouve à travers son métier qu'elle fait actuellement, soit professeur de ski, soit sommelière. Et je crois qu'il y a ces 2 paramètres chez elle qui sont souvent un petit peu ambivalents. Entre ce besoin d'être retirée, ce besoin d'avoir des moments où elle peut se retirer, et des moments où il faut qu'il y ait une sorte de vase d'expansion. Alors c'est les clients, c'est les skieurs, Madame, vous êtes d'accord? Tout à fait, tout à fait. Ouais, vous la retrouvez dans ce portrait-là. Alors, mais je trouve que nous, on a été frappés. Absolument. On s'est dit, elle est généreuse, elle a envie de contact humain. Peut-être que de temps en temps, elle tombe sur son nez, mais quand même, c'est... C'est vrai qu'elle aime beaucoup les contacts humains. Elle en a grand besoin. Elle nous amène beaucoup d'amis, de connaissances au chalet également. Mais c'est vrai que souvent, elle a besoin de se retirer puis de moments de solitude. Alors là... Patricia, hier, c'était un moment extraordinaire avec les gardiennes de cabane et qui ont su... Bon, moi, il m'a semblé que justement, c'était des gens un peu comme vous, qui aimaient se retirer 3 mois. Il y avait du monde autour d'eux, mais la solitude, le silence et un retour en soi était important. Et l'une d'elles a même dit, quand je redescends, je regrette de devoir changer un peu. Oui, ça c'est Martine qui l'a dit. Mais je crois que quand on aime les contacts humains et qu'on aime partager et qu'on aime donner, je crois qu'on a besoin de se retrouver seul pour se rechercher soi-même. Parce que si on veut pouvoir donner quelque chose, il faut avoir quelque chose à donner. Et ce quelque chose, on l'obtient en se retirant, en méditant, en réfléchissant aux problèmes actuels de la société, en lisant un bouquin, en écoutant un disque. Je crois que c'est là qu'on arrive à se ressourcer. Parce que si on va aller vers les autres et leur donner ce que les autres n'ont peut-être pas la chance de vivre, donc une vie en montagne, un voyage à cheval, une expérience dans la neige, enfin... C'est multiple, hein, d'après les avis de chacun. Ou dans la paille. Ou dans la paille, mais bien sûr, Alex. je crois que pour leur donner ça, il faut aussi réussir à l'analyser, à leur sentir jusqu'au fin fond de ses tripes, et puis les redonner. Et des fois, quand on redonne comme ça ses tripes, qu'on la donne un petit peu en pâture, il y a des gens qui sont pas très sympas et qui nous font mal. Parce qu'on se dévoile et puis ils profitent de nous flanquer les crocs dans la gorge, quoi. Ça vous arrive, les gens qui disent, bon, pourquoi elle raconte ces histoires, mais pourquoi ça, elle écrit un livre, pourquoi elle va à la télévision. Bien sûr, mais il y en a déjà avant le départ. On dit, ton histoire de paysan, c'est rien d'autre qu'auparavant, c'est parce que tu as envie de le faire, ton tour de Suisse. Bah ouais, bien sûr que j'avais envie de le faire. Je m'appelle pas Pestalozzi. Je serais pas partie que pour les paysans, donc... Je suis partie parce que j'avais envie de faire ce tour de Suisse et j'ai dit, c'est l'occasion d'apporter quelque chose. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, on peut l'applaudir fort.
de vivre les uns.